C'est le grand retour de notre segment Conseil citoyen. À chaque semaine, on recevra des collaborateurs qui vont nous parler soit de trucs, de conseils pour aider votre vie en tant que citoyen, ou qui vont nous parler de la vie citoyenne en général. Et aujourd'hui, on parle un peu de la campagne électorale fédérale qui a cours présentement. Qu'est-ce que ça prend pour se lancer en politique? Qu'est-ce que ça prend pour être député? Quel métier, quelle profession? On en parle avec François Joly, qui est journaliste à l'agence 37e Avenue. François, bonjour. Oui, bonjour. Si je comprends bien, donc, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de formation requise, on a un bon salaire, on a, jusqu'à tout récemment, un bon fonds de pension. Oui. Plus sérieusement, ça semble quand même être avantageux d'être politicien. Ben, dans l'ensemble, oui. Mais là, allons pas inciter les gens à se présenter simplement pour des questions monétaires. Je pense que... Alors, faut-il être élu? Oui, c'est ça. Puis on détournerait peut-être un petit peu l'idée de l'institution là-dedans. Mais oui, effectivement, la démocratie est ainsi faite que on tente de rendre ça accessible au plus de gens possible. Alors, la question de base à se poser, si vous voulez savoir si vous avez le droit de vous présenter, c'est avez-vous le droit de vote? Donc, avez-vous 18 ans le jour du scrutin? Et êtes-vous citoyen canadien? Et dans le cas du provincial, êtes-vous résident de la province depuis plus de 6 mois? Donc oui, c'est assez ouvert, là, et assez, en théorie, là, assez facile là, de se présenter. Mais il y a des exceptions. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de se présenter. Oui, effectivement, il y a certaines exceptions, certaines qu'on connaît, d'autres qui sont un petit peu plus méconnues. Par exemple, si vous purgez présentement une peine d'emprisonnement de plus de 2 ans, la loi fédérale vous interdit de vous présenter comme candidat. Par exemple, des greffiers... les shérifs, des procureurs de la couronne n'ont pas le droit de se présenter. Pour le fédéral, les juges élus ou nommés par le fédéral n'ont pas le droit de se présenter. Même chose pour le provincial. Le tout pour respecter la sacro-sainte séparation des pouvoirs que les politologues connaissent si bien. Les sénateurs non plus n'ont pas le droit de se présenter. Et un autre groupe de citoyens qui ne peut pas être député, c'est assez ironiquement les députés eux-mêmes. Alors, je m'explique. Il existe des provisions dans les lois électorales au Québec et au Canada qui interdisent ce qu'on appelle le double mandat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être député à Québec et député à Ottawa simultanément. Ce qu'on voit beaucoup en France avec le cumul des mandats. Oui, exactement. Les gens sont députés à l'Assemblée nationale française et en même temps maire d'une ville. Oui, exactement. Où ça se produit régulièrement là-bas. Mais ici, c'est interdit. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, à la formation de la Confédération canadienne en 1867, il n'y avait pas de provision dans la loi qui interdisait ça. Et ça menait à des achoppements un petit peu, là, donc des conflits d'allégeance là, entre des députés qui étaient à la fois à Ottawa et à Québec. Et on se demandait, certains maires de Montréal qui étaient aussi en même temps députés à la Chambre des communes. Oui, exactement. Et là, on se demandait, pour qui, quels sont tes intérêts? Est-ce que tu vas, par exemple, voter une loi à Québec et ensuite décider, comme ça se faisait à l'époque, si cette loi-là est valide à Ottawa? Donc, il y avait des problèmes avec ça. Et ce qui fait qu'à l'intérieur de 10 ans, après la Confédération, on a peu à peu imposé des restrictions, là. Donc, aujourd'hui, on peut... Par exemple, même pas être élu à une commission scolaire et être député simultanément. Il n'y a aucun cumul de mandats. Non, exactement. Donc, de peu à peu, on a aboli tous ces cumuls-là possibles et présentement, il n'y en a presque aucun. Là. Il y a même certaines fonctions dans des commissions parlementaires qui ne sont pas accessibles aux députés et inversement. En théorie, donc, c'est ouvert à beaucoup de gens que la profession d'être député. Dans les faits, ce qu'on remarque, corrigez-moi si je me trompe, c'est surtout des gens de profession libérale qui occupent des postes de député. Oui, effectivement. Et même les avocats là, ont une assez bonne répartition. Là, on disait pendant longtemps que seulement les avocats pouvaient être députés. C'est un petit peu moins vrai, je vous dirais, si vous voulez être avocat, vous avez une meilleure chance pour être premier ministre, par contre. Si on regarde historiquement au Québec, depuis 1936, sur 17 premiers ministres, je ne sais pas si vous avez une idée combien d'entre eux n'avaient pas étudié le droit là, à un moment ou à un autre. Il ne devait pas en avoir beaucoup. Il y en a eu 5. Donc, sur 17, là, depuis 1936, les 2 premiers vous seront probablement familiers. Philippe Couillard, Pauline Marois. Le premier étant neurochirurgien. Pauline Marois ayant étudié le travail social et l'administration. Il y a eu Jacques Parizeau, célèbre pour ses travaux en économie. Économiste, oui.
Avant ça, il faut remonter à 1960. Les férus d'histoire vont peut-être se rappeler d'Antonio Barrett. Antonio Barrett, OK. Premier ministre de janvier à août 1960, après Paul Sauvé lui-même, après Maurice Duplessis. Ouais, voilà. Après Maurice Duplessis, exactement, qui lui était ingénieur machiniste et courtier d'assurance. Ça n'a pas été là très longtemps. Et avant ça, il y a eu Adélard Godbout, dont le premier mandat était en 1936. Agronome, si je me Exactement. Et professeur d'agriculture, d'agronomie, avant d'être politicien. Donc, on en comprend qu'il y a de l'espoir pour les gens qui n'ont pas étudié le droit. Oui, c'est ça. Donc, je parlais de la fonction de premier ministre. Ailleurs, par exemple, les autres, le reste, la population des députés au fédéral et au provincial, il y a une certaine diversité, là. Par exemple, à l'Assemblée nationale, les avocats sont encore le groupe, les juristes, en tout cas, le groupe le mieux représenté, mais ils sont seulement 13 sur 125. La proportion est assez similaire à Ottawa. Il y en a 43 sur 308. Là, ça, c'est les données en 2011, là, à la formation du précédent Parlement. Et à Ottawa, le groupe qui est le plus représenté, ce sont les hommes d'affaires et les entrepreneurs. Bon, on peut débattre si c'est une profession ou non, là, ça inclut plusieurs choses, mais au total, ils sont 81, donc 26 là, des membres de la Chambre des communes. Bon, je peux en citer quelques-uns en rafale. D'ailleurs, il y a beaucoup, si je ne m'abuse, il y a peut-être eu une phase importante d'entrée en politique de journalistes dans les dernières années. Oui, effectivement. Et là, par exemple, à la Chambre des communes, en ce moment, ils sont 12. Il y en a eu plusieurs célèbres à Québec, là, Pierre Duchesne, Bernard Drainville. Christine Saint-Pierre. Exactement, Christine Saint-Pierre. Donc, il y en aurait plusieurs là, qu'on pourrait nommer comme ça. Je vous lance quelques chiffres. À Ottawa, par exemple, il y a 13 ingénieurs, 35 enseignants et 14 agriculteurs. Donc, une certaine diversité. Tout à fait. Au cours de l'histoire, il y a quand même eu des politiciens qui ont eu des parcours qui sont quand même assez atypiques. Je pense entre autres à Claude Charron. Oui, exactement. Et il y en a eu vraiment beaucoup. Là. On pourrait faire 10 chroniques comme celle-là pour raconter un paquet d'histoires. Claude Charron, effectivement, qui avait été prof au cégep en 1969 pendant 1 an et avait tout de suite là, été élu la première vague de députés péquistes qui avait été élu en 70. Et donc, lui, il avait que 23 ans et à l'époque, c'était le plus jeune député élu de l'histoire de l'Assemblée nationale. Bon, depuis été dévancé par Léo Bureau-Blouin, effectivement. Mais donc, ça a été un parcours atypique. Françoise David était présidente de la Fédération des femmes du Québec pendant un temps avant de fonder Québec solidaire, avant d'entrer en politique active. À la dernière élection fédérale, Ruth-Hélène Brosseau, oui, effectivement. Elle travaillait dans un bar. Oui, elle était assistante gérante. Là, donc, elle n'avait pas une très grande expérience politique et elle n'était vraiment pas la seule de toute cette vague de députés NPD de 2011. Il y en a plusieurs qui n'avaient aucune expérience professionnelle ou qui étaient simplement des militants dans diverses causes. Donc, oui, ça a été un cas un peu spécial où on a amené des gens avec des passés, des parcours là, assez inattendus parce qu'eux-mêmes ne s'attendaient même pas à être élus dans la plupart des cas. Bien, on suivra les résultats de l'élection pour voir la cohorte donc, de députés qu'on aura pour l'élection générale de 2015. François Joly de l'Agence 37e Avenue, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.